Eh bien, le bonjour. Mon nom est Hugo Thibodeau-Robitaille, vice-président et responsable du secteur biodiversité chez Réseau Environnement. Euh, C'est vraiment stimulant. On voit que ça bouge dans le domaine de la gestion de la biodiversité au Québec et au Canada. Le nombre de participants au colloque en témoigne vraiment. Ça a vraiment des répercussions positives pour Réseau Environnement, pour le réseau Reboisement et Ligniculture Québec, puis surtout pour nos membres, puis les organisations membres. Le nombre de projets de recherche sur les phytotechnologies et la reforestation dans un contexte d'adaptation au changement climatique est vraiment en constante augmentation. On voit qu'il y a aussi beaucoup de création d'infrastructures vertes en milieu urbain qui se concrétisent. Il y a aussi de la conservation sur plusieurs territoires ciblés pour leur importance écologique. On n'a qu'à penser à Montréal aux récentes annonces sur la création des deux grands parcs nature dans l'est et dans l'ouest de la ville, et aussi au programme de restauration et de création des milieux humides du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui vient à toute fin consolider le principe d'aucune perte nette, qui est récent, puis c'est des bons gains qu'on a eu aussi. C'est sûr, par contre, qu'il reste encore beaucoup de projets à faire, de progrès à faire, on ne s'en cachera pas. Il n'y a pas encore assez d'actions concrètes pour protéger et mettre en valeur la biodiversité pour renverser la tendance de perte des écosystèmes naturels dans le sud du Québec. Mais c'est quand même encourageant parce qu'on voit qu'on passe progressivement de la parole aux actes. Ça fait vraiment du bien à voir. Euh, je ne peux pas passer sous silence ce matin le nouveau programme d'excellence en biodiversité mis en place par Réseau et Environnement et surtout les municipalités qui ont participé à sa création. C'est vraiment un programme développé par les municipalités et pour les municipalités. Le programme va permettre aux municipalités participantes d'évaluer leur performance en matière de conservation et de mise en valeur de la biodiversité. Le programme est les indicateurs de performance sont vraiment axés sur trois grands axes. Le premier, la gouvernance, donc les actions mises en place pour la biodiversité et surtout les ressources attribuées, les ressources financières et monétaires attribuées par les municipalités pour la conservation de la biodiversité. Il y a aussi la préservation de la biodiversité, donc quelles sont la proportion de territoires protégés, les corridors qui ont été mis en place, la biodiversité, l'occupation du sol, en lien avec l'occupation du sol, les espèces à statut puis les espèces exotiques envahissantes, et finalement, la multifonctionnalité, c'est-à-dire comment la biodiversité est prise en compte dans la santé, les loisirs mis en place par la municipalité, les services écosystémiques que rend cette biodiversité-là, et également l'engagement collectif des citoyens envers la conservation de la nature, puis toutes les actions concrètes mises en place par les citoyens. Les municipalités participantes aussi sont vraiment appuyées dans leur démarche à l'aide de guides et d'outils géomatiques qui vont faciliter l'évaluation de ces indicateurs-là. Puis surtout, et aussi important pour les municipalités, ils vont être invités à se regrouper lors de communautés de pratique, lors d'ateliers, pour échanger leurs bons coups, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire davantage pour la biodiversité, puis voir aussi la synergie possible entre municipalités qui pourrait être mise en place. Puis il y a aussi un événement reconnaissance qui va être mis en place et qui va avoir lieu à chaque année pour souligner les bons coups des municipalités participantes. Un gros merci au ministère de l'Environnement, au MELCC, pour le financement du programme. J'aimerais également, en terminant, remercier la permanence de Réseau Environnement pour l'organisation du colloque. Un merci particulier à Candice Ban, la coordonnatrice du secteur, et un gros merci aussi à notre présidente, à notre PDG, Christiane Pelchat, qui croit vraiment à la valeur ajoutée du secteur biodiversité. Puis ça, c'est vraiment agréable. C'est un gros plus pour Réseau. Un merci également à notre partenaire, le réseau Reboisement et Ligniculture Québec, qui a vraiment le vent dans les voiles et sans qui ce colloque-là n'aurait pas pu être organisé. Donc, un gros merci aux deux RLQ. Et finalement, et surtout, merci à nos conférenciers qui vont présenter et merci à vous, les participants. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Alain. Merci beaucoup. Oui, merci Hugo. Donc, je suis moi aussi très heureux de cette
opportunité qui nous est donnée de parler de la forêt urbaine. Donc, je suis Alain Paquette, professeur à l'Université du Québec à Montréal, et puis titulaire d'une nouvelle chaire chaire de recherche sur la forêt urbaine. Déjà, ça, c'est un signe de l'intérêt pour la forêt urbaine parce que ma chaire, c'est pas la seule. Il y en a une autre à l'UQAM dont Christian parlera peut-être un peu plus tard. Et il y en a une autre née à peu près en même temps à l'Université Laval qui est dirigée par Alison Munson qui était avec nous hier et puis Jean-Claude Ruel. Donc, il y a clairement un intérêt pour ça. Et puis, le centre de recherche, le centre d'études sur la forêt auquel j'appartiens a aussi, il y a à peine, ça fait 2 ou 3 ans, intégrer la forêt urbaine dans sa mission. Donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour ça. Dans mon cas, j'ai commencé à y travailler il y a 7 ou 8 ans, alors que j'étais chercheur postdoctoral à l'UQAM avec Christian Messier. Et depuis ce temps, ça ne cesse de prendre de plus en plus d'importance dans mes activités et dans mon laboratoire. C'est quelque chose duquel on ne parlait pas beaucoup. Marie-Josée, que je vais présenter à l'instant, ne sera peut-être pas d'accord parce qu'elle en parle depuis longtemps. Mais en termes de recherche, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui explose aujourd'hui. Puis aussi, je suis heureux de le dire parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes dans l'audience qui sont des municipalités. Il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant à travailler du point de vue de la recherche sur la forêt urbaine, alors que, bon, les municipalités ont toujours travaillé sur leurs arbres, mais peut-être pas du point de vue de la recherche parce qu'il y a un intérêt dont je vais parler dans ma présentation juste après. Donc, je voulais vous présenter notre modératrice parce que dans quelques minutes, on va commencer avec les présentations. Donc, la modératrice pour les sessions de conférences, il y en a 4, si mon souvenir est bon, 3 ou 4. Donc, seront dirigées, présidées par Marie-Josée Coupal, qui travaille à la Ville de Québec depuis 2003 et qui a présidé ou qui est conseillère en environnement, pardon, et qui a présidé à la Vision de l'arbre 2015-2025 pour la Ville de Québec et au plan d'action sur l'agriculture urbaine. Donc, c'est Marie-Josée qui présidera les sessions de présentation, les conférences, et ce sera suivi, je pense que c'est vers 11h30, par un panel auquel je participerai et plusieurs autres personnes participeront aussi, qui sera cette fois modéré ou présidé par Christian Messier, professeur à l'UQAM et à l'UQO. Donc voilà, je pense que ça fait le tour et puis on se retrouve vers 9h, pas vers, à 9h. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Marie-Josée Coupal, comme le disait Alain, et je peux témoigner en effet qu'il y a une effervescence qui est plus grande que jamais. C'est moi aujourd'hui qui interviens là, comme modératrice de la session sur la forêt urbaine et périurbaine, bénéfices, enjeux de conservation et phytotechnologie. Je suis vraiment contente de le faire, d'autant plus que je connais 3 des 4 conférenciers et que ça a été des grands collaborateurs. Je pense qu'on va avoir une avant-midi vraiment intéressante. Un petit rappel avant de commencer, vous pouvez, il y aura toujours à la fin de chaque session un petit espace-temps réservé aux questions à la fin de chaque conférence. Et donc, vous pouvez inscrire vos questions là, dans la section discussion interactive, dans la sous-section questions située, semble-t-il, en bas à droite de vos écrans. Donc, on va prévoir un moment pour poser. Vous pouvez poser ces questions-là à haute voix. Vous pouvez voter sur les questions. Comme ça va m'aider à faire un choix des questions pour lesquelles les gens attendent le plus de réponses. Je vais introduire tout de suite notre premier conférencier de ce matin, qui est Alain Paquette, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine. Il coordonne aussi un réseau international d'expériences en biodiversité qui inclut des expériences en Europe, en Amérique du Nord et même ici au Québec, à Montréal. Alors, Alain, je vous invite à prendre la parole. Merci, Marie-Josée. Donc, est-ce qu'on voit ma présentation? J'imagine que oui. Donc, je l'ai intitulé, en fait, est-ce que la forêt urbaine est une nouvelle frontière en recherche? Je pense que oui, mais c'est une question ouverte. En fait, c'est la question que je vous pose et de laquelle on débattra peut-être dans les minutes qui nous resteront pour échanger. Mais donc, ma mission pour aujourd'hui, c'était un peu de vous
faire un portrait très partiel, évidemment, partial aussi, à la limite, parce que je suis humain comme tout le monde, et puis de ce qui se passe un peu en recherche dans mon laboratoire et puis ailleurs concernant la forêt urbaine. Juste un contexte, celui-ci s'est tiré de la chaire que j'ai le bonheur de diriger, mais je pense que ça s'applique à beaucoup d'activités qui ont présentement lieu sur la forêt urbaine, sur les infrastructures vertes en milieu urbain de façon générale, qui est le fait que 80% de la population canadienne et de façon générale des pays dits développés vivent maintenant en ville. C'est largement au-dessus de 50% de la population mondiale aussi. Et ben ça confère aux municipalités. Et puis quand je le dis au départ, les premières fois que je disais ça devant les gens des municipalités, j'avais peur qu'on me lance des tomates, mais au contraire, ça a été très bien accueilli. Je pense que ça confère aux municipalités des responsabilités croissantes en matière d'environnement et de santé humaine. Et c'est un peu le contexte dans lequel j'essaie de travailler sur cette forêt urbaine-là. Malheureusement, pour l'instant, pour vous, des municipalités, ça ne vient pas avec le financement, peut-être, parce que la santé, c'est au niveau provincial, mais ça viendra peut-être. Mais certainement qu'on a un rôle à jouer sur la santé des gens. Donc, je pense que ça se situe dans ce contexte-là. Cette forêt-là, elle est menacée. On va le voir. On en a parlé hier, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui étaient là. On a rapidement dévié sur la forêt urbaine hier quand on parlait de biodiversité et de stress sur la forêt. Donc, c'est quoi la forêt urbaine d'aujourd'hui? On la connaît très mal. On connaît encore moins bien celle de demain. Ce qu'on sait, puis on l'a dit hier, c'est qu'il faut s'intéresser à sa diversité et sa résilience. D'ailleurs, je pense qu'une des questions pour le panel, c'est est-ce que le mot résilience, c'est le bon? On verra. J'ai été vraiment, comment je dirais, donc, agréablement surpris de cette mention-là. Hier, on a discuté du fait que les forêts urbaines sont aussi celles qui accueillent les nouvelles menaces, pas juste en milieu urbain, mais les menaces qui éventuellement atteindront la forêt naturelle. Donc, est-ce que la forêt urbaine doit aussi agir comme rempart contre les envahisseurs, ce qui lui rajoute un autre stress supplémentaire, celui d'avoir un autre rôle à jouer? Je pense que c'est extrêmement intéressant de le voir comme ça aussi. Donc, un des intérêts, une des questions, préoccupations, je dirais, par rapport à la forêt urbaine, c'est son manque relativement généralisé de diversité. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette figure-là, mais Montréal, Québec, l'Amérique du Nord, il y en a des exceptions, heureusement, et c'est quand même assez variable à travers le monde, mais il y a quand même un trait commun qui est qu'il y a très souvent, largement, la forêt urbaine est dominée par les premiers 50% des abondances, par exemple, par quelques espèces. Le corollaire de ça, c'est qu'on a un très grand nombre d'espèces qui sont présentes souvent et potentiellement, ça, c'est bon signe parce qu'il y a peut-être plus d'espèces qu'on pense qui tolèrent les conditions urbaines et donc des pistes de diversification qui sont possibles. Mais c'est beaucoup là-dessus que j'ai travaillé. Quand je dis que j'ai commencé à travailler il y a 7-8 ans sur la forêt urbaine, c'était vraiment dans ce contexte-là. Comment on peut aider les municipalités qui, encore aujourd'hui, sont aux prises avec des défis très importants de manque de personnel, de remplacement des arbres qui disparaissent à vue d'œil à cause de la grille du frêne, notamment. Comment on peut accompagner ces gens-là dans leur quotidien à prendre des décisions qui amèneront vers une meilleure résilience, vers la diminution du risque qui passe, selon nous, par la diversification. Mais c'est facile de dire ça, qu'il faut diversifier, mais il faut se donner des outils pour le faire. Et puis, ben ça, c'en est un sur lequel on a travaillé. Donc, cette idée de faire, à partir d'un grand nombre d'espèces, des groupes fonctionnels, donc des groupes d'espèces qui se ressemblent, qui ne remplace surtout pas, je le dis souvent, les compétences locales. Notre idée, c'est pas d'offrir un guide de choix d'espèces, mais plutôt une méthode pour faire ce choix-là qui va nous amener vers une meilleure résilience, vers une réduction du risque, avec l'hypothèse que des espèces qui proviennent de groupes différents vont être sensibles à des stress différents et vont réagir différemment au stress et aux changements environnementaux. Nous, avec l'hypothèse que ça va réduire le risque et augmenter la résilience. Un autre truc qui, je pense, devrait tous nous intéresser,
Et j'essaie de faire attention comment je le dis, vous le savez, beaucoup de municipalités, beaucoup de gouvernements à tous les paliers, ou presque tous maintenant, ont un plan d'action pour augmenter la quantité d'arbres pour faire des plantations. Le problème qu'on voit avec ça et sur lequel on travaille, c'est pas que c'est mauvais, évidemment, de planter des arbres, d'augmenter la canopée, etc., mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce que le nombre d'arbres, c'est une cible adéquate? Ou est-ce qu'en fait, c'est pas plutôt un piège? Et vous le savez, donc, notre premier ministre, lors des élections précédentes, avait promis d'en planter 2 milliards. Aux dernières nouvelles, il y en a quelques milliers qui ont été plantés. Mais moi, des fois, quand je regarde cette photo-là, dans laquelle tout le monde sourit, tout le monde est heureux, bravo, c'est une belle initiative, planter 2 milliards d'arbres. Je ne sais pas s'il ne filait pas cette journée-là, mais notre ancien directeur de Greenpeace n'avait pas l'air trop d'accord, lui, que juste planter 2 milliards d'arbres, c'était suffisant. Et je pense qu'il se pose les mêmes questions que moi, à savoir, est-ce que vraiment le nombre d'arbres, c'est important? Est-ce que c'est seulement ça qui doit être priorisé ou est-ce qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions? Quelles espèces on plante? Où on les met particulièrement et pourquoi on les plante? Et est-ce qu'on devrait se donner des objectifs autres que des milliers d'arbres ou des pourcentages de canopée, mais plutôt, par exemple, de réduire les températures de X degrés ou de réduire les inéquités sociales, parce que ça, c'est de plus en plus préoccupant. On le sait, il y a moins d'arbres dans les quartiers où il y a des populations qui pourraient en bénéficier le plus en termes de santé. Et ça, je pense qu'il faut se préoccuper de ça parce que si on ne le fait pas, ben, ces 2 milliards d'arbres-là, ils vont se retrouver dans des terrains vacants où on pourra cocher, on en a planté X milliers comme c'était prévu, mais ils ne fourniront pas ou peu de services aux gens qui en ont besoin. Et on a travaillé là-dessus avec une ville merveilleuse dont j'aimerais souligner la contribution à mes travaux parce que c'est les premiers qui m'ont posé cette question-là. C'est la ville de Joliette qui nous ont dit très franchement, ben nous, on a X milliers d'argent, on veut planter X centaines d'arbres. Où est-ce qu'on doit les mettre pour que ça soit, pour maximiser les bénéfices auprès des personnes qui vont en profiter le plus? Quelle belle question sur laquelle on a travaillé vraiment fort et je n'ai pas la prétention de dire qu'on a trouvé la réponse parfaite, mais vous voyez ici un peu un diagramme dans lequel on a essayé de mettre les différents objectifs à atteindre, augmenter la résilience, augmenter la diversité, augmenter la canopée, diminuer les températures, mais aussi augmenter le potentiel de transport actif, que les gens marchent, prennent l'autobus ou le vélo, etc. Et on est arrivé à faire un genre de système dans lequel on pourrait prioriser où chacun des arbres devrait être planté pour maximiser les bénéfices. Et puis, ça peut se traduire, par exemple, par des cartes comme celle-ci, où on a des segments de rue avec les couleurs qui représentent là où planter un arbre nous donnerait un maximum de bénéfices. Et l'idée qui est derrière, là, c'est exactement ça. C'est que c'est pas le nombre d'arbres qui est important, c'est où on les met. Et pour quelles raisons on les place. Et je pense que quand on se pose ces questions-là, ben, on va prendre des décisions qui sont plus éclairées. Il y a quelques années maintenant, j'avais écrit dans une demande de subvention la phrase qui est en haut en me pensant provoquant. Puis bon, ça a marché, la subvention, on l'a eu, mais je disais que nous, au Centre d'études de la forêt, on connaît mieux les épinettes noires de la lointaine forêt boréale dont on est capable de produire la mortalité, la croissance, la réaction au changement climatique, etc. On les connaît mieux que les arbres qui carrément partagent notre vie au quotidien, c'est-à-dire les arbres dans le milieu urbain. Et depuis que j'ai posé un peu cette question-là, on a commencé à s'y intéresser. Et je vous le dis bien franchement, à gauche, vous avez des accroissements ici où on a comparé les accroissements annuels en fonction du climat de plusieurs espèces, selon qu'ils sont en parc, selon qu'ils sont en rue. À droite, on voit des capteurs de flux de sève. Et chaque fois qu'on pose des questions et qu'on émet des hypothèses, on reçoit un signal inverse à nos hypothèses. Par exemple, tout le monde pense naturellement que les arbres en trottoir, ont plus de stress et poussent moins bien que les arbres en parc. Ben, quand on les mesure, c'est pas ce qu'on voit. Donc, ça nous amène vers d'autres questions. Pourquoi est-ce que les arbres en rue, finalement, ne réagissent pas au changement du climat et, de façon générale, poussent aussi bien que les arbres en parc?
C'est pas vrai partout, évidemment. Là. On a ici un échantillonnage très partiel et puis sachez qu'on est en train présentement de carotter des arbres d'un océan à l'autre au Canada pour essayer de vraiment mieux répondre à cette question-là. Mais je vous le dis, plus on travaille là-dessus, plus on a de questions. Puis c'est une bonne chose parce que vraiment, c'est devenu un domaine de recherche très intéressant. Donc, pourquoi ces arbres-là, ils meurent? Pourquoi est-ce qu'ils ont la réputation de mourir? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont stressés? Est-ce que c'est parce qu'ils manquent d'eau? Est-ce que c'est la compaction du sol? Ou est-ce que c'est pas aussi sur des choses sur lesquelles on pourrait agir, comme par exemple les blessures? Là, j'ai mis mon petit vélo pour signifier que c'est là qu'on devrait les attacher et non pas sur les arbres. Mais, et ça, c'est très intéressant et fascinant à la fois parce que vous le savez, chaque municipalité abat des milliers d'arbres à chaque année, mais de façon générale, on sait pourquoi on l'abat, mais cette donnée-là n'est pas enregistrée. Et donc, on n'a pas de données pour savoir vraiment pourquoi les arbres y meurent. Et donc, on est en train de travailler là-dessus, puis on a généré, si des gens qui s'intéressent, en pensant, contactez-moi. Mais on a mis en place une base de données dans laquelle, volontairement, les gens peuvent inscrire les raisons pour lesquelles les arbres sont retirés en ville. Un autre défi de la connaissance très important, c'est que de façon générale, les grandes villes aujourd'hui ont un inventaire qu'on dit des arbres municipaux, mais c'est un inventaire qui est systématiquement très partiel, c'est-à-dire qu'il ne concerne que les arbres municipaux, justement. Et quand on commence à s'intéresser, comme ici on l'a fait autour du campus des sciences de l'UQAM, aux autres arbres dans la ville, les arbres institutionnels, les arbres de résidence privée, bien, on voit qu'ils souffrent dans chacun des cas des mêmes problèmes, d'une diversité qui est très faible, mais bonne nouvelle, ce ne sont pas les mêmes espèces. Donc, au total, on a une meilleure diversité, mais ça nous invite juste à l'évidence, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on commence à développer des techniques d'échantillonnage qui sont plus performantes et qui nous permettent d'échantillonner tous les arbres du milieu urbain et pas évidemment que ceux qui sont sous la responsabilité de la municipalité. Au niveau de la santé, bien, vous avez peut-être entendu qu'on a commencé à travailler sur les pollens. Donc, les arbres, ce n'est pas seulement positif, mais ce qui nous a fasciné de ce travail-là sur les pollens et qui a été publié dans une revue très connue en médecine, The Lancet, c'est à quel point on ne sait rien sur l'allergénicité des pollens des arbres. On pense qu'on sait beaucoup de choses. Plusieurs d'entre vous, probablement la moitié de ceux qui nous écoutent, au moins sinon plus, souffrent d'allergies sur les arbres et vous seriez étonnés, probablement très déçus de savoir à quel point on ne sait rien en fait et on prend des médicaments, on essaie d'agir là-dessus, puis dans le fond, il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. Et ça a des conséquences. Je vous en montre une ici. On l'a fait pour plusieurs villes, mais là, je vous montre juste Montréal. Selon qu'on prend une référence ou une autre sur l'allergénicité des arbres en milieu urbain, bien, vous le voyez, là, on a un portrait pour Montréal qui est très sombre, c'est-à-dire rouge, qui nous dit « Wow, les arbres de Montréal sont très allergènes ». Et si on prend d'autres sources pour les mêmes espèces, on a le portrait exactement inverse, à savoir, ah ben tout va bien, nos espèces ont été bien choisies, elles ne sont pas allergènes. Donc, vraiment, il y a un gros défi là, de développement de connaissances sur l'allergénicité des arbres. Et puis, ben, ça se traduit par deux beaux projets de recherche sur lesquels je travaille maintenant avec, entre autres, mais pas que elle, avec Isabelle Laforêt-Lapointe, une collègue à moi à l'Université de Sherbrooke, sur les liens avec la santé. Donc, ce problème-là, il a été reconnu et puis on fait maintenant un bien meilleur échantillonnage. En fait, on essaie d'établir de nouveaux standards pour l'échantillonnage des pollens. Sachez que c'est fait, l'information qu'on a présentement, elle est d'une station d'échantillonnage pour la ville de Montréal au complet. Même chose pour Québec et Sherbrooke. C'est tout ce qu'on a. Donc, il faut vraiment qu'on développe les connaissances au niveau des pollens, comment ils se déplacent, quelles sont leurs concentrations et comment ils se répartissent sur un territoire aussi vaste qu'une grande ville comme Montréal, par exemple. Mais aussi, c'est quoi l'effet du microbiome des arbres? Vous avez tous entendu parler probablement de nous humains comme étant un gros sac qui transporte des bactéries puis des champignons puis que c'est fondamental à notre survie et à notre santé. Bien, c'est la même chose pour les arbres.
Et est-ce qu'il y a un lien entre ces micro-organismes-là et leur diversité chez les arbres et la santé humaine? C'est vrai, c'est des nouvelles questions. C'est pour ça que ça a été financé par un fonds qui s'appelle Nouvelles Frontières, qui, je pense, sont très porteuses au niveau de la recherche, puis personnellement, que je trouve vraiment fascinant, qui m'amène à travailler avec plein de monde avec lesquels je n'aurais pas travaillé autrement, dont des gens en santé humaine, à la fois physique comme mentale. La forêt urbaine, c'est aussi, je dévie un peu, mais c'est aussi quelque chose de vraiment extraordinaire pour développer d'autres choses que peut-être ce que j'appellerais plus de la recherche plus fondamentale, mais c'est aussi tellement une belle place pour parler de sciences avec les enfants, pour développer de nouvelles stratégies d'enseignement des sciences au primaire et au secondaire. Vous le voyez ici, là, on a utilisé des chenilles en pâte à modeler qui sont utilisés en recherche en passant pour poser des questions fondamentales sur, par exemple, le contrôle des herbivores par les prédateurs, les oiseaux, les insectes, les guêpes, etc. Donc, les enfants apprennent à identifier les marques de guêpes ou d'oiseaux qui ont essayé de manger ou de parasiter les chenilles. Et donc, c'est aussi une belle occasion, la forêt urbaine, de faire de la science citoyenne. C'est aussi, en passant, peut-être une solution pour augmenter notre échantillonnage de la forêt privée. Autre chose, évidemment, très importante pour l'UQAM, parce que l'UQAM, elle est située dans le quartier des spectacles, donc un partenaire naturel de nos travaux, c'est le partenariat du quartier des spectacles. Et je trouve ça extraordinaire parce que il faut réinventer nos places publiques, et pas que à cause de la COVID, évidemment, mais parce que ces places-là sont pas nécessairement les meilleures pour la santé humaine. Hein. On parle d'îlots de chaleur importants. Donc, comment on peut utiliser les arbres, par exemple, en contenant, mais là, on parle de très gros contenants, pour venir atténuer ces effets-là, à la fois sur la santé physique, mais aussi la santé mentale. Comment les places publiques peuvent être utilisées pour recréer des liens sociaux à l'aide des arbres, mais aussi comme outil pour atténuer le bruit, par exemple, etc. Mais il faut que ces arbres-là puissent être déplacés. Donc, c'est juste un défi parmi des centaines sur lesquels on peut travailler sur la forêt urbaine. Ça fait le tour, Marie-Josée. Je pourrais prendre des questions maintenant. Bonjour Alain. Oui, on ne m'a pas transmis de questions encore. J'imagine que ça s'en vient. J'ai été trop rapide? Ben oui. Paraît que les gens attendent les 5 dernières minutes, mais je peux peut-être vous en poser une en attendant. Vas-y. Ça revient souvent que les endroits où on a le plus besoin d'arbres sont aussi les quartiers les moins bien nantis. Mais sont aussi les quartiers où il y a le moins d'espace pour en planter, parce que souvent la trame de rue est très, très serrée. Et on revient toujours en foresterie urbaine en se disant, ben là, il faut arrêter d'être en termes quantitatifs, parce que avec des objectifs de planter tant de milliers d'arbres, justement, parce que chaque arbre coûte beaucoup plus cher à être planté s'il faut déminéraliser. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'imagine que c'est un défi de plusieurs villes. Mais oui, tout à fait. Puis il y a plusieurs niveaux à ta question, mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Il faut arrêter, je pense, de penser en termes stricts de nombre d'arbres et se poser vraiment les questions. Pourquoi on veut planter des arbres? Et si on a ces objectifs-là en tête, ben on peut fixer des objectifs qui sont mesurables, et puis on peut aller voir si on a réussi, par exemple, à diminuer par exemple, 2 degrés Celsius les températures dans ces quartiers-là. Mais la question que tu poses, elle est fondamentale. Et puis je pense que une autre chose que j'ai pas dite, je pense, c'est que il y a beaucoup de volonté politique de planter des arbres, et puis on donne comme mission aux services municipaux d'augmenter, par exemple, de X milliers d'arbres, mais OK, mais où est-ce qu'on va les mettre? Et c'est parce que souvent, effectivement, il n'y a pas nécessairement la place. Donc, la réflexion, elle doit aussi, je pense, nécessairement impliquer d'autres partenaires, dont le privé, parce que effectivement, dans l'emprise publique, dans certains quartiers, selon
comment le quartier a été bâti, si par exemple les immeubles sont collés sur la rue, ben il n'y en a plus d'emprise publique. Donc, où est-ce qu'on les met, les arbres? Il va falloir qu'on commence à travailler sérieusement à des solutions qui vont impliquer des partenaires autres que la ville elle-même, parce que peut-être qu'il y en a ailleurs de la place pour mettre des arbres dans ces quartiers-là, mais j'ai pas nécessairement les réponses à tes questions, mais ce que je peux dire, c'est que ce sont des questions qui sont fondamentales, puis c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Puis tu as raison, ils vont coûter plus cher, ces arbres-là, mais il faut pas qu'on le calcule comme ça. Si on dit, c'est justement là le danger, si on dit on veut augmenter de 30 000 le nombre d'arbres, ben nécessairement, si c'est le seul objectif, si c'est 30 000, ben on va les planter là où ils coûtent le moins cher. Et probablement qu'ils ne serviront pas parce qu'ils vont aller dans des endroits où c'est pas utile. Et donc, je pense que c'est des questions importantes. Il faut arrêter de chiffrer ça en nombre d'arbres seulement, mais avec des objectifs mesurables. Merci beaucoup. On a 3 autres questions maintenant. Alors, il y a Chloé Frédette qui vous demande, concernant le potentiel allergène, avez-vous une idée du poids des arbres par rapport aux autres végétaux urbains? C'est une excellente question. Non, je ne l'ai pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Comme je le disais tantôt, la seule information qu'on a, c'est celle que vous connaissez peut-être, qui est publiée par exemple par Météo Média, là, qui vient d'une compagnie à Ottawa qui gère la station d'échantillonnage pour la Ville de Montréal, celle de Québec et celle de Sherbrooke aussi. Donc, c'est une information qui est très partielle. C'est mieux que rien, évidemment. Mais c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'on peut y répondre de plein de façons. On peut regarder c'est quoi la densité des grains de pollen. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Mais les grains de pollen ne sont pas tous égaux par ailleurs. Il y en a qui ne sont pas allergènes, il y en a qui, au contraire, sont très allergènes, comme celui de l'herbe à poux. Mais il faut aussi savoir qu'il y a un phénomène de réactivité croisée. Il y a beaucoup d'allergies qui sont causées non pas par un pollen, mais par l'association d'un pollen avec un autre ou d'un pollen avec un autre facteur aggravant, comme par exemple la pollution, etc. Donc, je pense que les arbres sont importants pour plusieurs personnes, notamment, puis c'est ça aussi, le problème, c'est que ça varie d'une personne à l'autre, mais c'est vrai, Chloé, qu'il n'y a pas que les arbres qui sont allergènes, ça c'est sûr, mais les arbres le sont. Merci. Alors, Annie Le Tendre vous demande, quelle est l'espérance de vie moyenne des arbres en ville? Quelle bonne question. Je te la renverrai, Marie-Josée. Mais écoute, la réponse facile, c'est, puis j'exagère à dessein, là, je vais être un peu provocateur, là, mais la réponse facile, c'est on ne le sait pas. Et tout le monde pense qu'effectivement, les arbres souffrent, ne vivent pas longtemps en ville, etc. Mais ma première réaction, c'est OK, mais où sont les données? Et c'est quoi l'âge de vie moyen d'un arbre? Puis la réalité, c'est qu'il y a très, très peu d'études très partielles. On en a ressorti quelques-unes qui étaient dans une ville donnée avec quelques espèces. Il y a vraiment très peu d'informations là-dessus. Donc, ma réponse facile, c'est je ne sais pas. Ma réponse encore plus facile et plus compliquée, c'est que non seulement on ne sait pas combien de temps ils vivent, mais on ne sait même pas pourquoi ils meurent. Donc, ça, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on commence à prendre des données adéquates là-dessus. Et il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons qui expliquent qu'on n'a pas cette information-là parce qu'on vient de le dire, c'est tout récent qu'on s'intéresse à ça. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est une critique facile, mais la réalité, c'est qu'il va falloir qu'on s'y intéresse. Mais je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse, Marie-Josée. Non, je ne me risquerai pas, mais vraiment qu'à dire que ça dépend des espèces, ça dépend des conditions, dans quel sol ils sont plantés, etc. Donc, c'est très variable. Nelson Tifo vous demande qu'est-ce que vous pensez de la gestion des feuilles qui tombent à l'automne? Est-ce que le choix des essences a un lien avec la gestion de la litière? Puis est-ce que les municipalités, finalement, qui ramassent les feuilles devraient remettre en question ou modifier certaines de leurs pratiques? Il y a quelques années, j'avais l'impression que c'était une folie furieuse que de ramasser les feuilles. Je pense que ça l'est dans bien des contextes,
C'est une habitude, mauvaise habitude qu'on a pris. J'imagine qu'il faut que ça soit propre, notamment pour les gazons. Hein. Il y a cette idée qu'il faut absolument enlever les feuilles parce que c'est mauvais pour le gazon. Mais il y en a une bonne raison qu'on m'a dit, sur laquelle je n'ai pas travaillé et qui nous questionne par rapport à l'intention de diversification. Par exemple, c'est dans certains contextes, c'est une question de santé publique. Il faut les enlever pour ne pas boucher les drains pluviaux. Et ces drains-là, quand ils sont bouchés à l'automne, ont tendance à rester bouchés au printemps, d'après ce que j'ai compris. Et là, ça forme de beaux étangs pour les moustiques. Les moustiques étant de plus en plus, dû au changement climatique, porteurs de maladies potentiellement. Donc, oui, il y a un enjeu dans certaines rues, dans certaines conditions. Et là, ce qu'on peut comprendre, c'est que si une diversification augmente le nombre d'espèces d'arbres et que ces espèces-là n'ont pas la même phénologie ou une phénologie qui n'est pas du tout compatible, bien, on peut comprendre que ça devient une charge supplémentaire sur la municipalité parce que plutôt que de devoir y aller une fois ou à une période, elle va devoir y aller plusieurs fois pour enlever les feuilles de plusieurs espèces. Est-ce que c'est une préoccupation très importante? Est-ce que ça doit devenir un autre facteur à considérer dans le choix des espèces? C'est-à-dire que oui, on veut de la diversité, mais que peut-être dans certaines rues où il faut les ramasser, on devrait essayer de prendre des espèces qui ont une phénologie similaire pour que les feuilles tombent relativement en même temps. Pour l'instant, c'est une question que j'ai. Mais c'est plus complexe que je l'aurais anticipé au départ. Mais certainement qu'on pourrait laisser plus de feuilles au sol, je pense. Merci Alain. Il reste à peine 1 minute et une question. Je vais te la poser si tu es capable de répondre rapidement. Je vais essayer. C'est Raed qui vous félicite pour la présentation, mais qui demande si d'après vos études et résultats, quelles sont les contraintes abiotiques les plus remarquables des arbres urbains à Montréal? Fait que 1 minute. Je ne sais pas, Raed. À chaque fois qu'on pense avoir une certitude, comme par exemple, telle espèce n'est pas tolérante au sel, j'en ai pas parlé, ben on réalise que en fait, c'est un peu comme les pollens. Quand on compare les sources d'information, elles se contredisent, mais des fois, littéralement. Là. Dans un document, on va dire que telle espèce est tolérante au sel de déglaçage, et dans un autre, on va dire exactement l'inverse pour la même espèce. Donc, ça, c'en est une contrainte, c'est évident. Mais c'est une contrainte de recherche pour l'instant. Et puis pour les autres, c'est un peu la même chose. D'après ce qu'on voit, l'apport en eau, par exemple, ben, il y a beaucoup de choses à continuer à étudier là-dessus. Puis je pense qu'il faut que j'arrête. Hein. Oui. Merci beaucoup, M. Paquette. On doit passer à la prochaine conférence. Merci. Au revoir.